C'est bien la première fois qu'il fait des étincelles avec sa bite. Et on bandera quand on aura envie de bander. C'est drôle. Comment que tu parles comme ça, ouais? Un bonhomme, substantif masculin et adjectif, selon le dictionnaire, c'est un homme bon, vertueux, d'un comportement favorable, agréable à autrui. Alors pourquoi, quand on entend Ils vont voir si je suis pas un bonhomme. on a l'impression que ça veut dire autre chose? Bonjour, c'est Victoire de la Maisonneuve et vous écoutez Bonhomme, le podcast sur les nouvelles masculinités du magazine GQ. Dans cet épisode, nous recevons l'humoriste et comédien Hakim Djemili, qui m'a d'ailleurs demandé de rajouter et beau gosse et mignon à sa description. Il nous a parlé mariage, football et responsabilité. Voilà sa définition du bonhomme. C'est quoi pour moi un bonhomme? J'ai envie de te dire que tout dépend de la période de ta vie, en fait, parce que ça évolue, en fait, c'est comme tout évolue, que ce soit négativement ou positivement parlant, mais t'as pas les mêmes notions. Par exemple, là, aujourd'hui, pour te répondre concrètement, aujourd'hui, à 30 ans, être un bonhomme, c'est faire en sorte que dans sa vie, tout soit le plus carré possible, C'est ça, être un bonhomme. C'est-à-dire que, voilà, moi, je suis marié, par exemple. Je dis pas qu'il faut se marier pour être un bonhomme, mais en tout cas, j'ai des responsabilités à assumer vis-à-vis de ma femme, vis-à-vis de mes proches, vis-à-vis de plein de choses. Donc je pense que la notion de bonhomme, elle évolue au fur et à mesure que toi, tu grandis. Donc aujourd'hui, c'est ça pour moi être un bonhomme. À l'époque, c'était pas forcément ça, mais aujourd'hui, ça l'est. C'est assumer des responsabilités. Ah ouais, c'est assumer ses responsabilités, c'est assumer aussi ses défauts. C'est assumer aussi ses défauts, aussi accepter certaines choses que tu as pu faire et qui sont regrettables. C'est être un bonhomme. Être un bonhomme aujourd'hui, pour moi, en tout cas, c'est ça. C'est rester droit dans ce que tu fais, sans forcément s'attacher à ce que les gens te disent, mais... Voilà. Et c'est quoi les responsabilités que peut avoir un mec comme toi à 30 ans? Les responsabilités que je peux avoir, moi, c'est des responsabilités... beaucoup vis-à-vis de ce que je dis, de ce que je raconte aux gens, parce qu'aujourd'hui, je suis une personnalité publique, donc je peux plus me permettre de pas réfléchir avant de dire quelque chose, ce qui est dommage, parce que parfois ça fait du bien. Mais effectivement, aujourd'hui, c'est une responsabilité très importante de faire attention à ce qu'on dit, de mûrir un peu sa réflexion. J'ai des responsabilités aussi vis-à-vis de ma famille, comme j'en avais pas forcément avant. Aujourd'hui, on grandit, on devient des gens à qui on demande des choses, on pose des questions, on se mêle, entre guillemets, de la vie familiale dans sa globalité, que ce soit du côté de ma femme ou de mon côté à moi. J'ai un chat aussi, c'est une responsabilité. Il faut acheter les croquettes, il faut acheter la terrine. Donc un chat, mine de rien, c'est aussi une responsabilité. Et donc pour moi, c'est ça, en fait. Grâce à Dieu, j'ai rien de grave ou de fou à assumer, mais pour moi, c'est ça, aujourd'hui, être un bonhomme. Et c'est qui les bonhommes de ta vie, depuis que t'es petit, Les bonhommes de ma vie, automatiquement mon papa, quand même. Il faut dire la vérité. Pourquoi lui, c'est un bonhomme? Mon papa, c'est un bonhomme parce que mon papa, en vrai de vrai, il a toujours un peu fermé, quoi. Dans le sens où, lui, il m'a eu alors qu'il était encore en train de poursuivre ses études. Il savait que c'était compliqué de poursuivre ses études et en même temps d'assumer un gosse. Donc c'était un peu compliqué pour lui. Il s'est mis au travail, il a travaillé en usine, 20 ans de sa vie. Il a assumé, il a charbonné jusqu'au bout. Il a monté des boîtes qui n'ont pas forcément fonctionné. Et puis aujourd'hui, il nous a bien éduqués avec ma petite sœur et moi, avec ma mère évidemment. Et aujourd'hui, on arrive tous les deux à s'en sortir dans la vie. Mais sans les sacrifices, entre guillemets, de mon père, on n'aurait jamais réussi à faire quoi que ce soit. Donc c'est vrai que, pour le coup, mon père, là-dessus, c'est vraiment un bonhomme incroyable. Et il y a d'autres personnes auxquelles tu penses? Ouais, bien sûr. Moi, j'ai un de mes oncles aussi, un de mes oncles, Kaïs, à qui je fais une grosse dédicace. Lui aussi, c'est un un des bonhommes de ma vie, dans le sens où lui, il m'a plus éduqué à l'humour, à la joie de vivre, à profiter de ses potes, profiter de ses amis, etc., etc. Il m'a inculqué pas mal de valeurs aussi de bonhomme quand j'étais petit. Et donc ouais, on va dire que c'est les deux mecs sur qui je me suis basé plus ou moins toute ma jeunesse. Voilà, tu vois. Après, bon, malheureusement, parfois on décide de pas tout suivre et on fait ses propres choix. Et en faisant ses propres choix, très souvent, quand on n'est pas guidé, on se trompe, on fait plein d'erreurs. Et donc on apprend. En fait, je pense que c'est comme tout le monde, ça fait partie d'un cycle de vie. Où on apprend tous les jours, en fait. En fait, j'ai envie de te dire qu'il y a trois bonhommes. Le
Le premier, c'est évidemment mon père, et puis mon oncle Kais, que je viens de citer. Et puis le troisième, c'est la vie. Je sais pas si la vie, on peut plus se classer au féminin ou au masculin. Mais en tout cas, ça, c'est une des choses qui t'apprend le plus dans la vie. Hein. La vie. Et est-ce que ta mère a eu aussi un rôle de modèle pour toi, sur d'autres aspects? Bien sûr, là, on parlait des hommes à proprement dit. C'est pour ça que j'ai cité ces deux personnes-là. Mais ma mère, évidemment, ma mère, c'est incroyable. Après, je la qualifierais pas de bonhomme parce que c'est peut-être là où t'as envie que j'aille. Mais en vrai de vrai, ma mère, c'est c'est le chef de famille. Ma mère, c'est bien sûr, elle fait partie des personnes très très importantes dans ma vie. Et tu sais de qui tu tiens le plus, de tes parents, par exemple? Au niveau de l'humour, je pense que c'est ma mère. Ma mère qui est vraiment très drôle. Elle passe son temps à imiter, ses beaux-frères, donc mes oncles du côté de mon père, etc. Enfin, ma grand-mère, etc. Elle passe son temps à se foutre de la gueule de tout le monde. Donc oui, et évidemment, ça c'est sûr que je tiens d'elle. Et puis après, oui, je tiens aussi de mon père, dans le sens où voilà, je suis de nature assez calme aussi, même un peu timide. Hein, on s'en rend pas forcément compte, mais en vrai de vrai, assez timide. Et ça, c'est plutôt du côté de mon père. Ouais. Et justement, t'étais quel genre de petit garçon? Alors franchement, en toute honnêteté, je crois que j'étais un peu teubé. Hein. Si je peux me permettre. J'étais un peu teubé. En vrai de vrai, j'étais pas très très bon à l'école. Moi, je m'intéressais qu'au foot. Voilà, j'ai pas vraiment beaucoup de souvenirs, à part des reprises de volley quand j'étais petit à l'entraînement. Mais à part ça, je m'intéressais à pas grand-chose dans ma vie, moi, quand j'étais petit. Hein. Franchement, je m'intéressais uniquement qu'au foot et à m'amuser avec mes potes. Je m'intéressais pas à grand-chose d'autre. C'est triste, mais c'est la vérité. Hein. C'est déjà pas mal. J'ai fait le constat il y a pas longtemps, là. J'en parlais avec ma femme, justement. Je dis, putain, j'étais vraiment con quand j'étais petit, c'était fou. Grâce à quoi t'as évolué ou t'as eu envie de faire d'autres choses, l'humour? Tu te souviens un peu de ce qui a marqué ton parcours? Je me rappelle d'une de mes maîtresses à l'époque, à l'école primaire, Madame Sichler. Je me rappelle encore très bien d'elle parce que c'est elle qui m'a donné la première opportunité dans ma vie de pouvoir m'exprimer en public. En fait, je me rappelle que je comprenais vraiment rien en classe. Je comprenais vraiment rien. Les seules références que j'avais, elles étaient footballistiques et donc c'était nul, quoi, ça servait à rien. Et du coup, en fait, elle m'a jamais mis de côté malgré tout. Et puis un jour, elle voyait que je faisais tout le temps le con à la cour de récréation, mais qu'en classe, j'osais pas parler ou j'avais pas envie de m'exprimer ou de toute façon, je comprenais rien, je suivais pas. Et du coup, elle m'a proposé en fait que chaque vendredi, je puisse à la fin des cours m'exprimer et puis balancer un sketch ou une chanson ou quoi que ce soit. Donc c'est elle qui m'a mis un peu le pied à l'étrier là-dessus. Donc je la remercie beaucoup. Et est-ce que tu te souviens de comment s'est construite ta masculinité? Est-ce que tu avais des repères, des modèles autour de toi, des célébrités par exemple, des personnes avec que tu admirais ou avec tes copains auxquels tu t'identifiais C'est marrant, mais c'est compliqué comme question, ça, dans le sens où moi, quand j'étais petit, je me rappelle, moi, j'aimais beaucoup me comparer à Will Smith. Parce qu'en fait, nous, on l'a découvert, enfin, me comparer, j'ai absolument rien à voir avec lui, mais je veux dire, j'aimais bien être et faire semblant d'être comme lui. Je me rappelle, c'était à l'époque du Prince de Bel-Air, quoi. C'était en plein dedans à l'époque, ça passait sur KD2A, je crois, sur France 2 à l'ancienne. Et ouais, il a fait partie des figures auxquelles on s'est vraiment identifié. Du coup, c'était l'humour que tu essayais de reproduire? C'était déjà l'envie de faire des vannes, des blagues? C'est le truc qui me touchait le plus. Je m'en rendais pas forcément compte parce qu'à l'époque, on pouvait pas se rendre compte que ça pouvait être un métier ou bien même une passion concrète. Parce que l'humour, en vrai de vrai, ça se pratique tous les jours, hein, sur n'importe quelle place de Paris, n'importe quelle place en France. Tout le monde fait ça un minimum. Et c'est vrai qu'on s'y intéresse automatiquement. Et puis oui, avec le Prince de Bel-Air, effectivement, Will Smith à l'époque, c'était la folie, c'est sûr. Après avec Steve Urkel aussi, le côté un peu gogol là, qui nous attirait tous. C'est vrai qu'on s'est tous bien marrés en les regardant. Mais autrement, ouais, moi j'avais pas forcément... En fait, moi j'ai jamais vraiment réfléchi comme ça. Je me suis... je sais pas, je me suis construit un peu logiquement, quoi. On va dire, là où j'ai eu un peu de chance, et en même temps pas trop, c'est qu'en fait, j'ai un peu grandi au hasard. Dans le sens où j'ai jamais pris... En fait, on m'a un peu laissé faire les choses, quoi. On m'a un peu laissé faire les choses... évidemment, il y avait des règles de base que je devais respecter et jusqu'aujourd'hui, je les respecte encore. Mais il y a plein de trucs, quand même, que je regrette, qu'on m'ait pas dit ou qu'on m'a pas appris, par exemple. Mais après, c'est normal, c'est comme tout le monde, hein. Mais ouais, j'ai un peu grandi en faisant faire les choses comme ça, tu sais. J'ai jamais vraiment cherché à
à ressembler à un tel ou à faire comme ci ou à faire donc je sais pas en vrai comment j'ai construit ma masculinité, je sais pas vraiment si c'est de la masculinité, je sais pas. Et par exemple, tu regrettes qu'on t'ait pas dit quoi ou montré quoi? Bah je sais pas moi, mais en fait dans certaines familles il y a certaines choses dont on peut pas parler, il y a certaines choses tu sais un peu tabou en vrai, et donc c'est un peu dommage ça. C'est un peu dommage, dans le sens où si on savait, si on nous expliquait un peu mieux les choses, je pense que on serait beaucoup plus réfléchi par rapport à certaines décisions. Parce qu'on nous apprend pas les choses concrètement. Et toi, il y a des sujets tabous dans ta famille, des sentiments que vous partagez pas, des discussions que vous avez pas? Par pudeur, par exemple? Ouais, mais c'est que de la pudeur. C'est que de la pudeur. C'est ça qui est fou. C'est que, ouais, même moi, par exemple, ma mère, quand je lui fais la bise, j'ai des frissons. Tu vois? C'est un truc auquel j'ai pas été habitué. Par exemple, tu sais, de faire un câlin, tu vois, à la daronne, ou de faire un câlin à mon père ou quoi. C'est des trucs auxquels on n'a pas été habitué avec ma petite sœur. Et c'est marrant parce que dans la famille de ma femme, je vois tout l'inverse, en fait. Et donc, c'est des choses auxquelles, nous, on n'a pas forcément été confrontés, tu vois. Et du coup, c'est toujours un peu gênant dans ces situations. Parfois, c'est incroyable, mais oui, il y a plein de trucs avec lesquels on a appris ça sur le tas, quoi, à reculons. Et aujourd'hui, toi, t'es quelqu'un de plutôt démonstratif et d'affectueux, ou t'es resté, comme ta famille, assez pudique vis-à-vis des sentiments? Non, j'essaie d'être plus démonstratif quand même, je trouve que c'est important. À un moment donné, quand t'aimes quelqu'un, il faut lui dire, point. Si t'aimes quelqu'un, il faut lui dire, c'est important aussi de dire aux gens ce qu'on ressent, etc. Parce que si on est tout le temps froid, tout le temps un peu passif, c'est compliqué quand même d'évoluer dans la vie, c'est compliqué d'être heureux, c'est dur, quoi. La vie, elle est déjà assez compliquée comme ça, pour pas montrer les sentiments qu'on a envers certaines personnes, c'est dommage. Moi, je trouve ça con, on devrait pas s'abstenir de ce genre de choses. Alors évidemment, avec ma femme, comme tous les couples, je suppose, on se dispute, on s'embrouille, sauf que nous, on arrive toujours à se réconcilier dans la même journée. Voilà, parce qu'on a trouvé une technique qui nous correspond très bien à tous les deux, que je vais vous donner tout de suite. Cette technique, elle consiste en fait à ce que je m'excuse. C'est tout, hein, c'est tout. Je m'excuse et je ferme ma gueule et je passe une très bonne soirée, je te dis, c'est vrai. Je préfère lui donner raison plutôt que de dormir dans la voiture, voilà, t'as capté? Sachant que j'ai pas de voiture, c'est quand même bien relou, quand même, cette histoire. Est-ce qu'il y a des choses où tu te dis, alors là, je suis complètement un cliché du mec, et d'autres, au contraire, tu te dis, je suis pas du tout comme les autres, ou comme l'image que renvoient les hommes en général? Est-ce qu'il y a des traits de caractère chez toi qui correspondent totalement à ça, et d'autres où t'es en dehors de ce qu'on attend? C'est intéressant, c'est intéressant. En toute honnêteté, moi, la personne en vrai qui m'a fait changer dans ma vie de manière complètement radicale, et je me sens mieux comme ça, et je trouve que je suis plus honnête de cette manière-là, c'est mon mariage en fait, mon mariage. C'est ça qui a fait que j'ai compris certaines choses que je comprenais pas forcément avant. En fait, j'arrive même plus à savoir aujourd'hui si je suis dans des clichés ou pas, parce que j'ai l'impression en fait qu'avec ma femme, on vit une relation qui est complètement hors du temps, dans le sens où aujourd'hui, avec ma femme, on pratique le même métier, on fait le même job. Moi, ma femme, aujourd'hui, je sais que c'est ma femme, j'ai évidemment des responsabilités envers elle, de toutes sortes, des responsabilités de toutes sortes. Mais aujourd'hui, comment dire, c'est aussi mon pote, c'est la famille, quoi. Ma femme, en vrai, c'est tout. Elle est tout. En vrai, pour moi, on peut parler de tout et de rien. Tu vois, j'ai pas forcément besoin de lui donner un surnom pour faire semblant d'embellir la situation ou d'embellir le couple ou quoi que ce soit. Donc, non. Ce que j'aime bien, en tout cas, dans ce couple-là, c'est qu'il n'y a pas de rapport de force. Il n'y a pas de moi, je suis un homme, donc c'est comme ça qu'on doit, alors que nous, dans notre culture, entre guillemets, si je peux me permettre quand même, et c'est pas pour être, tu vois, dénigrant ou quoi que ce soit, c'est pour juste dire un peu ce qui se passe aussi, mais c'est vrai qu'effectivement, l'homme... Tu veux dire dans ta famille non, pas forcément dans ma famille, parce que ma famille, c'est un peu l'inverse, moi. Je dis, c'est ma femme, le chef de famille. Mais en Tunisie, moi, je viens de Tunisie et j'y vais très souvent, et surtout, j'étais à l'école là-bas quand j'étais plus petit. Et là-bas, un homme, c'est un homme, et un homme, c'est un homme. Tu vois, une femme, c'est une femme, elle fait ce qu'elle a à faire. Un homme, c'est un homme, il fait ce qu'il a à faire. Et c'est ça ma culture à moi, en fait. Donc les gens, ils sont là, mais en vrai, c'est la culture de tout un chacun, c'est comme ça, tu vois. Après, nous, avec ma femme, on n'est plus du tout là-dedans. On fait partie de la 3e ou 4e génération d'immigrés, je pense. Je sais pas trop où on en est en ce moment. C'est un peu compliqué.
Mais en tout cas, je sens pas de... En fait, si on était tous les deux pareils physiquement, on pourrait pas dire, ouais, lui c'est l'homme, elle c'est la femme. Il n'y a pas des rôles définis, quoi. Non, à part le fait que ce soit elle qui tombe enceinte, parce que ça, c'est la nature qui a voulu les choses comme ça. Quoi qu'un jour, je pense qu'on va arriver à ce que ce soit un homme qui soit enceinte, mais en tout cas, pour le moment, non, c'est ça que j'aime bien, en fait. Moi, c'est ça que j'aime bien. Alors qu'à l'époque, on était conditionnés, on va dire, entre guillemets, à se dire, bon, bah, moi, je suis un homme, donc automatiquement, c'est ça. Toi, t'es une femme, automatiquement, c'est ça. Aujourd'hui, c'est plus le cas. En tout cas, dans mon couple. Et ça, avant de te marier, c'est le fait de te marier qui t'a fait te rendre compte que tu pouvais inventer la définition de ton couple et pas respecter... Je suis d'accord avec ça aussi, mais c'est triste ce que je vais dire, mais en fait, non, c'est même pas le mariage en soi, c'est les expériences cumulées, en fait. Parce qu'on, comme je l'ai dit, je crois que je l'ai répété tout à l'heure au début, mais un homme avec un grand H, il évolue. Il évolue, que ce soit négativement ou positivement, il évolue. Donc, et ça, faut l'accepter. Ça, faut l'accepter, parce qu'il y a des gens qui acceptent pas que les gens puissent évoluer un jour dans leur vie, tu vois. Et je me dis que, non, c'est au fur et à mesure d'avoir été en couple avec d'autres filles que je me suis rendu compte qu'en fait, c'est ce comportement-là qu'il faut adopter, et pas celui-là, parce que ça, c'est pas bon, parce que ça crée de la frustration, ça crée de la jalousie, ça crée cela. Et donc, du coup, en fait, t'évolues, et puis tu grandis, et puis en fait, c'est ça la vie, hein, c'est ça la vie. Et j'espère que je vais encore continuer à évoluer positivement, j'espère que ça va encore changer, j'espère que mes gosses aussi, j'arriverai à leur inculquer ce genre de choses, etc. Donc voilà, c'est ça pour l'instant. Moi, j'aspire à être un homme meilleur tous les jours, en tout cas. Et tu rappelles que t'es marié et t'en parles dans ton spectacle. Exactement. Le mariage, c'est quelque chose qui était important pour toi, que t'as toujours voulu. Tu te voyais marié jeune. Alors franchement, il y a une période de ma vie, je vais pas te mentir, il y a une période de ma vie, entre mes 16 et 23 ans, je pense que j'étais un peu perdu. La vérité, j'étais un peu perdu. J'avais ni objectif, ni je savais pas quoi faire. Je me cherchais, comme n'importe qui, je me cherchais. Je m'inventais des vies, enfin tu vois, j'étais quelqu'un de perdu. Et et d'ailleurs, j'avais perdu plein de choses déjà vers 16 ans. J'en parlais dans une autre interview, mais je disais que, effectivement, j'avais vécu des frustrations assez jeunes, professionnelles. Je parlais du foot parce qu'à l'époque, je voulais absolument devenir footballeur pro. On m'avait mis ça en tête. Je pensais que j'allais vraiment le devenir. Et puis finalement, tout s'est arrêté. Et puis en fait, quand ces choses-là s'arrêtent, ok, il y a un trouble psychique qui se crée, forcément. Plus les affaires personnelles, intimes, qui remontent à des années. Enfin, il y a plein de trucs qui peuvent faire vriller des gens. Et en fait, à ce moment-là, bah, t'es mis comme ça sur la place publique, tu te débrouilles tout seul parce que t'as besoin de t'échapper de tout ça. Moi, il y avait un moment donné, par exemple, quand c'est en Alsace que c'est arrivé tout ça, cette dépression un peu jeune, je pouvais plus rester en Alsace, je pouvais plus, j'avais trop de mauvais souvenirs, je pouvais plus, j'étais obligé de partir. Et du coup, en partant, bah, je me suis retrouvé seul dans le zoo. Et du coup, bah, tu fais n'importe quoi. Tu t'es pas concentré, et puis tu fais les mauvais choix, tu te comportes pas comme tu as l'habitude de te comporter d'habitude. Tu deviens même parfois hypocrite, hein, c'est la vérité. Et même menteur, mytho, tu t'inventes un peu des vies, etc. Donc je savais pas comment faire, je savais pas quoi faire. Et puis après, la vie, elle te met des claques, tu te réveilles, et puis là, tu prends conscience de plein de choses. Donc je souhaite que ce genre de choses, ça va arriver à d'autres gens, parce que c'est vrai que c'est comme ça que ça permet d'évoluer. Mais il faut sortir de sa zone de confort, sinon t'évolues jamais, c'est impossible. C'est impossible, c'est obligatoire. Et si c'est pas toi qui décides de faire ce pas-là, la vie le fera pour toi de toute manière, quoi qu'il arrive. Il faut juste savoir saisir l'opportunité et savoir d'où ça vient et pourquoi ça vient. Donc effectivement, le mariage pour moi, ça a changé énormément de choses. Dans le fond, j'ai toujours voulu me marier parce que je savais que c'était important pour moi. En plus, moi, je suis d'une culture musulmane, donc voilà, il faut aussi le dire. Moi, dans ma culture musulmane, c'est vrai que le mariage a toujours été très important. J'ai toujours voulu me marier, voilà. Je me suis toujours dit que je devais me marier le plus tôt possible. Et puis. Pourquoi le plus tôt possible ? Parce que, tu sais, je commençais, comment dire, je sortais de relations un peu difficiles, un peu compliquées. Et de relations toxiques, hein, tout à fait. Hein. Quand t'es jeune, voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise, ça arrive à tout le monde. Et puis ensuite, j'ai connu le succès assez rapidement après ces ambiances-là. J'ai connu le succès assez vite. Et en fait, avec le Hoop, mon groupe à l'époque. Et en fait, quand tu connais le succès, entre guillemets, rapidement, et bah, ça devient un peu bizarre. Tu vois, c'est-à-dire que moi, j'étais pas à l'aise avec pas mal de choses, tu vois. Ça veut dire que bah, les filles, c'est beaucoup plus facile qu'avant. Tu vois, on va pas se mentir. Et vice-versa, pour les filles, c'est plus facile avec les mecs. Enfin, voilà, tu te doutes bien. Mais c'est plus simple. Du coup, bah, tu pars dans un délire, c'est pas bon. C'est pas bon. En vrai de vrai, je trouve que c'est super négatif, ça. T'as besoin de te stabiliser, quoi. C'est super important. Et puis moi, je l'ai fait assez vite. Je me suis stabilisé assez vite parce que j'ai senti que ça devenait important.
Tu vois, je sentais que c'était là, il fallait aller maintenant, sinon c'était cuit. Donc c'est pour ça que je me suis stabilisé. Et puis dès que j'ai eu l'opportunité, je l'ai fait. Directement. Et t'es quelqu'un de romantique? Ou ça a rien à voir avec ton envie de mariage et de... Non, je pense pas être forcément quelqu'un de romantique, mais quand j'aime quelqu'un, je l'aime, ça c'est sûr et certain. Mais non, je pense pas que je sois vraiment... Je suis romantique, je suis mignon, quoi. Ouais, je peux faire des trucs mignons, mais je veux dire, j'ai pas besoin d'attendre telle ou telle période pour faire des gestes ou quoi que ce soit, tu vois. Après, je t'ai dit, moi j'aime bien parler maintenant. J'aime bien... Je préfère laisser place à la parlotte, aux arguments, plutôt qu'au romantisme et toutes ces conneries. Moi, aujourd'hui, avec ma femme, on discute beaucoup, par exemple. Ça, c'est super important. On discute beaucoup de tout et de rien, de nos carrières, du sentiment que t'as en ce moment, de choses même très futiles, hein, voilà. Est-ce qu'il y a un truc que je pourrais améliorer pour que tu te sentes mieux? Est-ce qu'il y a un truc que je peux faire pour que tu te sentes mieux? Enfin, voilà, je trouve que les gens se parlent pas assez. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, en fait, ça pète. Parce que les gens n'arrivent plus à... C'est pas une histoire de dialogue ou quoi que ce soit, c'est juste une histoire de dire vraiment ce que tu penses sincèrement. Et puis, il faut enlever aussi, il faut mettre un peu de côté son orgueil et toutes ces choses-là. Parce qu'en vrai de vrai, ça te mène nulle part. C'est comme avec ma femme, par exemple, quand on s'est mis ensemble, on s'est fixé une règle. On s'est fixé plusieurs règles, mais je vous en cite une là, qui est assez intéressante. Mais cette règle, c'était de bannir toute forme de jalousie quelconque. En vrai de vrai. Que ce soit de son côté ou du mien. Parce que, avec ses expériences passées et les miennes, on s'est rendu compte qu'en fait, ça menait que à des terribles fins, tu vois. Le fait d'être jaloux, le fait qu'on soit jaloux aussi envers soi, enfin, il y a plein de trucs qui sont vraiment horribles. Et ça, c'est vrai que quand t'arrives à gommer ce truc-là, ne serait-ce que même 50% de cette maladie, parce que c'est une maladie, la jalousie. Hein. Une maladie, c'est la jalousie dans son sens global, hein. Jalousie envers les gens, quand quelqu'un réussit mieux que toi, ou bien quand tu vois, ça c'est de la jalousie, ça c'est horrible, et tout le monde a ce sentiment-là. Tout le monde a ce sentiment-là. Voilà, même toi, peut-être en tant que journaliste, quand tu vois un mec qui a réussi une meilleure interview, t'es un peu énervé. Non, mais c'est la vérité, et ça c'est pas bon. C'est un sentiment qui te frustre et qui te fait pas avancer de la bonne manière. Tu vois. Et ça c'est un truc que j'ai eu, hein. Ça, c'est un truc que j'ai eu, mais personne ne pourra dire le contraire. Personne n'aura peut-être l'honnêteté de le dire, mais la vérité c'est que on a tous été jaloux, on est tous, peut-être encore, même parfois encore. Et c'est des trucs qui sont pas bons parce que ça te fait pas avancer, que ce soit dans le couple ou dans la vie. Et nous, on a décidé vraiment de bannir ce genre de choses. On a décidé, par exemple, même avec ma femme, quand on se dispute, parfois on se dispute, évidemment. Quand on se dispute, par exemple, pas de gros mots. Pas de mots, pas de ton un peu méchant ou pas de trucs. Par exemple, dès qu'il y a un putain, putain. Putain, c'est devenu une virgule aujourd'hui en France. Mais en vrai de vrai, putain, elle et moi, on n'accepte plus. Tu vois, parce qu'à l'époque, on a vécu des relations avec d'autres gens, avec qui ça s'insultait, ça disait de gros mots. C'est pas bon du tout, ça. Ça, c'est des trucs, c'est pas bon, ça te mène à des sales trucs, il faut pas faire ça. Et avec ma femme, du coup, aujourd'hui, dès qu'il y a un putain, la règle, c'est on parle plus. On parle plus, et puis dès que ça revient, si on faut se parler le lendemain, on se reparlera le lendemain. Mais plus de... Donc voilà, on s'est fixé certaines règles. Est-ce qu'il y a des choses dans ton couple où t'as l'impression que, par rapport à tes croyances sur le couple d'avant, il y a des rôles qui ont été inversés? C'est-à-dire? Par exemple, traditionnellement, on se disait l'homme doit faire ça, t'en parlais tout à l'heure, la femme doit faire ceci. Est-ce que tu disais que ton couple, toi, justement, vous échangiez les rôles? Est-ce qu'il y a des choses pour lesquelles elle fait plus le rôle de l'homme, qui était anciennement, dans les clichés, le rôle de l'homme, et toi, le rôle de la femme? Même si on peut plus parler comme ça, les rôles sont pas déterminés. Bien sûr, non mais alors il y a un truc un peu marrant, c'est vrai. Il y a un truc un peu marrant, c'est que moi je suis absolument nul tout ce qui est manuel. Je sais absolument rien faire. Voilà, ça fait partie de mes défauts. Je sais rien faire. Et ça, peu importe la personne qui se trouve en face de moi, si tu me demandes de changer l'ampoule, je te jure que je saurais pas comment faire. Donc effectivement, c'est ma femme qui s'occupe de tout ça, par exemple. C'est une bricoleuse incroyable, elle sait tout faire. Et d'ailleurs, c'était pareil avec ma mère. En fait, c'est ma mère qui faisait tout aussi parce que c'est des femmes techniques. Elles savent. Tu vois, qu'est-ce que je te dise? Moi, ça, je sais pas faire. J'ai jamais su faire ça. Et à part ça, non, parce que je te dis, avec ma femme, je te dis, on fait le même métier. C'est-à-dire qu'on écrit des blagues toute la journée. On a des projets en commun aussi, avec lesquels on écrit ensemble. On a une petite partie sur Canal+. On écrit ensemble. Enfin, tu vois, on n'a pas les mêmes heures. On n'a pas les mêmes horaires. Elle a des interviews, elle a des scènes tard le soir. Donc, tu vois, en fait, on vit comme on peut. Tu vois? Si c'est moi qui suis à la maison plus tôt, c'est moi qui ferai à manger. Si c'est elle qui est à la maison plus tôt, c'est elle qui fera à manger. Enfin, tu vois, c'est de l'improvisation. C'est de l'improvisation. En fait, on vit comme on peut, voilà. Et puis je trouve ça très bien comme ça, c'est parfait. Il n'y a pas de rôle prédéfini. Chacun fait ce qu'il a envie de faire et c'est parfait comme ça. Changement de sujet, à moitié. Est-ce que t'es quelqu'un de sensible? Ouais, c'est très sensible, en fait, de vrai. Tu le sais comment?
Je le sais parce qu'il y a plein de choses qui me touchent dans l'actualité. Il y a plein de choses il y a même des films qui m'ont touché. Je saurais plus te dire lesquels. Si, il y a un film qui m'a touché, c'est la honte de le dire, ça. Mais putain, je vais le dire. Hein. C'était un film, j'avais grave kiffé quand j'étais petit, je crois que j'avais un peu pleuré, putain. C'était... comment il s'appelle ce titre, ce film, attends. Une rencontre à Notting Hill, là. Coup de foudre à Notting Hill. Coup de foudre à Notting Hill. À l'époque, j'avais grave kiffé ce film-là. Et ouais, si, mais je regarde... Il faut que je le regarde, d'ailleurs, tiens. Il est toujours aussi bien. Il est toujours aussi bien. Il était parfait, ce film. Enfin, j'avais trouvé ça vraiment ouf. Et ouais, mais en fait, c'est plus ce genre d'histoire-là qui m'émeut. L'histoire d'amour. Ouais, plutôt que des histoires genre, tu sais, la guerre en Irak. Enfin, tu vois, c'est évidemment que c'est prenant et ça fait mal au cœur, évidemment. Mais je sais pas, j'ai toujours eu ce côté-là un peu, tu vois, j'aime bien les histoires un peu qui finissent un peu, qui commencent bien, qui finissent mal, enfin, qui finissent... Enfin, j'aime bien ces trucs-là, moi, ça m'intéresse. Les comédies romantiques. Les comédies romantiques, j'aime beaucoup. Je suis un bouffon, hein, mais ça fait plaisir. Ah, c'est pas bonhomme, ça. De l'assumer, c'est bonheur. Et tu pleures souvent facilement? Non, j'évite. Tu retiens? Ouais, j'évite. Non, même, je pense que j'ai mis une barrière sur pas mal de choses. Je pleure plus, ça fait longtemps que je peux pleurer, en vrai, de vrai. Ça sert à pas grand-chose, hein. Franchement, et ça, c'est pas une histoire de sensibilité ou non. Hein. C'est une histoire de choix. Voilà, c'est-à-dire que la sensibilité, c'est pas forcément pleurer ou verser des larmes. La sensibilité, c'est ressentir des trucs forts. Et parfois, je me rends compte de la force de cette sensibilité dans le sens où parfois, les gens ressentent pas vraiment ce que je ressens. Je dis, putain, mais comment ça se fait que tu trouves pas que c'est grave, ça? Putain, tu te rends compte quand même, il se passe ça et toi, tu dis rien. C'est fou quand même, tu te rends pas compte. Mais ça se traduit pas forcément par des larmes. Et c'est quoi l'humour qui te fait rire à tous les coups? Genre l'humour qui marche, qui fonctionne avec toi? Et les cacous, moi, personnellement. Et les cacous, ça marche à tous les coups. Et les cacous, c'est de mes humoristes, référence. Hein. En vrai, moi, je me rappelle, toute ma famille était fan de ce mec. Quand il est décédé à l'époque, je me souviens, ça a fait un petit boom dans ma maison. Ah, les gens étaient tristes, très tristes. Et c'est vrai que même aujourd'hui encore, hein, je me remate des sketchs de les cacous, je trouve ça toujours aussi marrant, ça n'a pas du tout mal vieilli, au contraire, je trouve ça ouf. Ouais, lui, ça me fait rire à tous les coups. C'est quoi pour toi être viril? Être viril, bah écoute, selon les définitions que j'entends, être viril, c'est avoir de la moustache, de la barbe, un peu de muscle, voilà, parler avec une grosse voix. Enfin, j'ai l'impression que c'est ça, hein, si j'entends selon certaines femmes, quoi. Enfin, c'est ça que j'entends, moi. Et donc toi, tu corresponds à ces critères-là un peu? Franchement, j'ai pas l'impression d'être viril de ouf. Hein. Franchement, je vais pas te mentir, hein, j'ai pas l'impression que je suis le mec le plus viril de France. Hein. Non, je corresponds à un mec, je pense, lambda, tout à fait lambda. Hein. Et ton rapport à ton physique, tu t'es à l'aise, t'as confiance en toi, J'en ai rien ce à que péter, tu dégages? Ça t'a jamais... Rien à foutre de ouf. Rien à foutre de ouf, je te jure, c'est peut-être un problème. Mais j'ai complètement conscience de ce que je dégage physiquement. J'ai complètement conscience de ce que je dégage, tu sais, au niveau de la beauté ou quoi que ce soit. Alors là, franchement, ça c'est un truc qui m'a jamais vraiment dérangé. Hein, et maintenant que tu montes sur scène, ou que tu passes derrière l'écran, etc., derrière les caméras, devant les caméras plutôt, t'as pas changé ton rapport à ton corps? Il y a pas des choses que tu regardes et que tu regardais pas avant? Ou l'inverse, ça t'a pas rassuré sur des choses? Non, je suis jamais rentré dans ce genre de trucs, moi. Plutôt serein? Non, même pas. Je suis pas serein parce que j'ai un corps éclaté. Mais tu vois, je veux dire, là, oui, je commence à faire des efforts. Là, je suis rentré dans un petit régime, là, c'est sympa. Mais en vrai, c'est pas pour moi que je le fais. Hein. En vrai de vrai, c'est pour ma femme, en vrai, parce que je sais qu'il faut faire des efforts, je sais que c'est important, qu'il faut s'entretenir. Et même physiquement, parce que j'ai pas envie de mourir tout de suite. Je sais que c'est important de prendre soin de son corps et de prendre soin de sa peau et de prendre soin de ce que tu veux. Mais en toute honnêteté, s'il s'agissait que de moi, je le ferais pas, je m'en battrais complètement les steaks. Si je dois être honnête à 100%, c'est ça que je pense complètement. Fut un temps, oui, je prenais soin de moi plus. Hein. Si je tentais des trucs, je laissais la barbe que la moitié, tu vois. Je mettais une converse blanche, une converse noire. Tu vois, je tentais des trucs, tu vois. Mais franchement, aujourd'hui, Même dans ta façon de t'habiller, c'est pas du tout une préoccupation? Non, moi, ce qui me préoccupe, c'est les blagues, c'est ce qu'on écrit. C'est l'intérêt de ce qu'on dit, c'est la personnalité, c'est commenter, c'est ce que tu racontes, c'est ce que toi tu dis, c'est ça qui m'intéresse. Enfin, je veux dire, les gens, s'ils veulent venir voir un mec bien habillé sur scène, eh ben qu'ils aillent voir le défilé de Dior. Et tu vas pas rigoler beaucoup, mais en tout cas, tu vas trouver ça joli. Si tu viens me voir moi sur scène ou un autre humoriste d'ailleurs, c'est pas pour lui dire qu'il est beau ou qu'il est pas beau. Soit il est marrant, soit il est pas marrant. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est pareil pour n'importe quelle politique. Enfin, tu vois, j'ai entendu des gens à l'époque dire, ouais,
T'as voté pour Macron? Oui, pourquoi? Parce qu'il est beau. Bah frérot, attends. Aujourd'hui, t'as plus de retraite, donc comment on s'explique maintenant? Tu vois, il est beau, d'accord, mais je veux dire, tu vois, je suis pas en train de. Je critique pas Macron, je rentre pas dans la politique parce que j'y comprends pas grand chose. Mais en toute honnêteté, je pense que le physique, franchement, celui qui commence à s'attacher à ce genre de choses, c'est le roi des cons. Et là, t'as 30 ans. Là, j'ai 30 ans, malheureusement. Et ça fait quoi déjà d'avoir 30 ans? Eh ben, c'est bizarre, putain. Là, il y a un 3 maintenant, j'ai 30 années, putain, que je suis sur Terre. C'est beaucoup. Et quand tu repenses à quand t'étais plus petit, tu t'imaginais comment à 30 ans? Est-ce que t'avais des... Moi, je m'imaginais footballeur pro. Hein. Honnêtement, je reste sur la même ligne de conduite. J'ai toujours rêvé d'être footballeur professionnel, depuis que je suis petit. Et je pensais qu'aujourd'hui, je serais dans un club où je serais presque à la retraite, là, tu vois. Et du coup, ça fait quoi? Ça reste un regret? Ça reste un rêve avorté ou... C'est un regret, évidemment que c'est un regret. Il y a plein de regrets dans la vie. Hein. Ça en fait partie. Ça en fait partie, évidemment. Tu te fixes un objectif depuis que t'es petit, t'arrives pas à l'atteindre. C'est frustrant et regrettable. Évidemment, les deux. Les deux, mais de toute façon, je peux plus... C'est trop tard, hein, j'ai 30 ans maintenant. Et t'as peur de vieillir ou ça te passe pas par la tête? Si j'ai peur de vieillir... Non, ça non. Franchement, pas plus que ça. Je sais qu'un jour on va mourir de toute façon. Et il va bien falloir passer par ça. Hein. Tu sais, j'ai peur de vieillir. J'ai plus peur de mourir par contre. Ça, je te mens pas. Peur de vieillir, non, parce que bon, c'est une fatalité, c'est comme ça fait partie de la vie, on le sait tous. Hein, maintenant, on n'a pas trouvé de remède contre ça encore. Contre la mort non plus. Mais contre la mort, jamais. Contre la mort, jamais. T'as beau essayer de faire tout ce que tu veux comme essai, ça marchera jamais. Mais moi, j'ai plus peur de mourir que de vieillir. Ouais, bien sûr, ça fait peur la mort quand même. Je me pose des questions, je me dis putain, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, je pense qu'après la mort, que tu sois croyant ou non, que tu sois bouddhiste ou ce que tu veux, bah il y a des gens qui vont être surpris, ça c'est sûr et certain. Il va se passer quelque chose, personne ne sait, mais il va se passer un truc. Hein, que ce soit rien ou tout, il va se passer un truc et tu seras surpris. Si vous avez aimé et que vous écoutez Bonhomme sur une appli de podcast, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et à commenter. Si vous écoutez sur Audible ou Spotify, c'est super, partagez. Si vous écoutez sur YouTube, vous pouvez liker, partager et commenter. On prendra le temps de vous répondre. C'était Victoire de la Maisonneuve et on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode de Bonhomme. À bientôt.